De la même façon, par exemple, qu'un repas de famille, c'est donc, on peut dire d'une certaine façon, un tout d'ordre, où chacune des personnes se retrouve, non pas par la simple juxtaposition des membres de la famille assis les uns à côté des autres, ça ne suffit pas à définir un repas de famille. Ce qui fait un repas de famille, c'est cette ambiance de famille qui existe. Il suffirait qu'une personne entre étrangère et fasse autre chose, elle ne fait pas partie de la famille, elle trouble même la famille. Parce qu'elle ne participe pas ici à l'action. Il ne suffit pas, pour être dans une équipe de football, il ne suffit pas d'être sur un terrain pour l'équipier. Il faut encore agir avec l'équipe et dans le sens de l'équipe, comprenez? Donc une société qui est un tout d'ordre est composée de parties qui doivent agir et agir ensemble. Commune action, c'est ce que nous avions dit, c'est-à-dire communication, c'était la même chose, souvenez-vous. Donc en fait, je ne fais pas autre chose que de redire d'une façon peut-être plus philosophique ce que nous avons vu jusque-là. On n'intègre pas quelqu'un à la société simplement en lui donnant un papier. Ça n'a aucun sens. Il s'intègre à une société quand il participe aux actions de cette société, quand il va dans le sens de cette société, quand il se fond dans le tout, c'est-à-dire qu'il devient une partie agissante et unie de par son action aux autres parties qui sont déjà agissantes dans la société. On ne s'agrège pas à une famille simplement en venant sous le toit paternel. On s'agrège à la famille quand on participe à la vie commune de cette famille. De même pour la société. Donc il est important de comprendre, avant de parler de bien commun, que la personne qui se trouve dans une société est une partie d'un tout. Elle n'est pas autonome, précisément parce qu'elle a besoin de ce tout pour obtenir son bien. Un équipier, au football, n'est-ce pas, on parle de quand quelqu'un prend la balle et veut jouer tout seul, on dit il est perso. Hein, il joue personnellement, il passe à personne, il veut faire tout lui-même, il veut attirer la gloire sur lui-même. S'il se met à jouer tout seul et qu'il n'en a plus que 11 en face et que les 10 autres qui sont avec lui ne servent à rien, c'est sûr, il n'obtiendra pas la victoire et il ne peut pas l'obtenir. On montre par là que l'homme seul vit dans la société, a besoin de la société et trouve dans la société sa perfection, mais il ne la trouve qu'en tant qu'il est une partie agissante. Donc l'homme est une partie, la personne est une partie dans la société. Et c'est donc en tant que partie qu'il va chercher le bien commun de la société, c'est-à-dire du tout dans lequel il est. Dans une famille, il y a des membres qui sont autant de parties de la famille. Il y a l'époux, il y a l'épouse et il y a les enfants, dans une famille normalement constituée. Chacun, à sa place, va œuvrer pour le bien de la famille. Et quand on parle d'une bonne famille, on parle d'une famille qui est unie, dont les liens sont serrés. C'est-à-dire qu'il y a dans cette famille une véritable amitié, un amour fraternel. Un amour entre les parents et les enfants, entre les époux, entre les enfants et des enfants à leurs parents. Il y a une circulation, si je puis dire, d'amour qui est entretenue par l'action de chacun des membres. Mais chacun des membres d'une famille, que fait-il? Il agit pour la famille dans ce cas-là. Mais ce n'est pas parce qu'il agit pour la famille qu'il n'agit plus pour lui, parce qu'il trouve son bonheur à être dans une bonne famille. Parce qu'il y a un véritable bonheur à vivre avec des gens que l'on aime. Mais comment peut-on faire pour vivre avec des gens que l'on aime, sinon de rechercher le bien qui est commun à ces gens que l'on aime? Donc l'homme ne peut chercher et trouver le bien commun qu'en tant qu'il le cherche comme une partie du tout dans lequel il est. Et c'est pourquoi le bien est dit commun, parce que ce bien, c'est-à-dire cette chose que chacun désire, va être obtenu pour tous les membres de la société qui le cherchent. Et c'est en ce sens qu'il est commun. Du reste, plus un bien est parfait, plus il est commun. Car c'est le propre du bien que de se diffuser.
Saint Thomas d'Aquin dit en latin « bonum diffusivum sui ». C'est un adage scolastique. Le bien est diffusif de soi. C'est-à-dire qu'on cherche à répandre autour de soi le bien. On cherche à apporter, à donner aux autres le bonheur que l'on a. C'est naturel. Plus un bien est élevé, plus il sera diffusif. Le soleil, en tant que source de chaleur, est un bien plus grand qu'un simple radiateur. Parce qu'il se diffuse à plus de personnes. Et son action est, de cette façon-là, plus efficace. Il est un bien, du point de vue de la chaleur, plus parfait que le simple radiateur, vous voyez. Parce qu'il se diffuse davantage. Il est plus commun. Et c'est la même chose que d'être plus commun et d'être plus parfait. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'homme qui est à la recherche de sa perfection est nécessairement à la recherche d'un bien commun. Plus une chose est commune, plus elle est parfaite. Et inversement, plus une chose est parfaite, plus elle est commune. Et de la sorte, on comprend que Dieu, l'être parfait par excellence, soit le bien commun de tout l'univers. Nécessairement. Parce qu'il est le bien par excellence. En dehors duquel aucun bien ne subsiste. Aucun bien n'existe. C'est pourquoi dans le credo, on parle, pour les élus au ciel, de la communion des saints. Et le mot communion des saints dit bien commun. Et en quoi communient les saints? En Dieu, tout simplement. Parce que Dieu est le bien commun au ciel. Alors, le bien commun n'est pas un bien qui serait commun au sens trivial du terme. C'est-à-dire une chose dont plusieurs se servent. Parce que ce serait une façon trop matérielle de représenter le bien commun, et donc ce bien ne serait plus matériel, ne serait plus commun. On peut toujours dire qu'un gâteau est commun à tous ceux qui vont le manger, il n'empêche que tous ne mangeront pas la même part, c'est pas possible. Et tous ne peuvent pas manger tout le gâteau, ça n'est pas possible. De ce point de vue-là, le gâteau n'est pas un bien commun. Et pourquoi n'est-il pas un bien commun? Parce qu'il est matériel. Un bien matériel ne peut pas être commun. On peut l'utiliser en commun, on peut s'en servir, mais il n'est pas suffisant pour définir le bonheur de tous. Un immeuble, c'est un bien commun dans lequel plusieurs habitent. Mais il est entendu que chacun habite dans son quartier de l'immeuble, enfin, à son étage ou dans sa partie. Il est commun sous un aspect, mais il n'est pas totalement commun. Il est si peu commun qu'on est obligé de le diviser même. Le bien commun n'est donc pas un bien matériel. Et ne peut pas être un bien matériel. Parce qu'un bien matériel, tous ne peuvent pas s'en servir. Ou alors, il faudrait vivre en toute petite société, de 2 ou 3 personnes. Vous comprenez qu'une nation entière, peut-être à l'échelle des pays que l'on rencontre aujourd'hui, ne peut pas user d'un bien matériel. Il y aurait trop de monde. Trop de monde pour un seul bien matériel. Le bien commun n'est pas non plus la propriété du prince ou de l'État. Aujourd'hui, c'est peut-être bien de le dire. Parce que si le bien commun était la propriété du prince ou de l'État, il ne serait plus commun. Il serait propre aux personnes qui dirigent et les autres ne pourraient pas en jouir. Et c'est d'ailleurs, si l'on vit le bien commun comme la propriété du prince ou de l'État, tôt ou tard, on va avoir dans la société 2 parties de la société qui vont s'écarter de plus en plus les unes des autres. L'une sera absolument riche et l'autre sera absolument pauvre. Et donc on va tomber dans une certaine anarchie. Le bien commun n'est pas donc la possession de celui qui dirige. Le bien commun est donc d'ordre spirituel.
Il est ce qui est recherché par tous en tant que chacun est partie du tout. Il est ce qui est recherché par tous en tant que tous appartiennent à la même entité, à la même cité, à la même société, à la même famille. Le bien commun d'une famille est ce qui est recherché par tous les membres en tant que ces membres sont membres de la même famille. Si un enfant recherchait quelque chose qui serait en dehors du bien de la famille, il rechercherait peut-être un bien personnel, privé, mais pas un bien commun. Il s'écarterait de ce fait même de sa famille. Il se marginaliserait, en quelque sorte, de sa famille. Ainsi, pour des amis, l'amitié et la bonne entente est un bien commun. Alors, ensuite, on peut être ami, par exemple, enfin, pour plusieurs choses, mais pour plusieurs raisons. Ce qui est mis en commun dans l'amitié, c'est ce qui définit le bien commun de cette amitié. Les joueurs de pétanque ont en commun de se retrouver et de jouer à la pétanque. Le bien commun d'un repas de famille, ça n'est pas ce que l'on va manger. Et d'ailleurs, vous comprenez bien qu'on peut être très heureux en commun, même si on n'a pas grand-chose à manger. Parce qu'il y a un bonheur plus grand à vivre en paix avec ceux avec lesquels on est, qu'avoir une abondance de biens. C'est saint Thomas d'Aquin qui cite Maxime Valère au sujet des anciens Romains. Et Maxime Valère disait que donc, les anciens Romains préféraient être pauvres dans un empire riche que riches dans un empire pauvre. Parce que la richesse de l'empire est un meilleur bien que la richesse d'une seule famille dans un empire pauvre. Il vaut mieux donc être pauvre, par exemple pour reprendre l'exemple du repas de famille, il vaut mieux avoir peu à manger, mais avoir ce bonheur et cette intimité familiale, plutôt qu'une certaine abondance et même une certaine qualité des mets dans le repas, mais avec une certaine mésentente entre les membres. Dans ce cas, la joie disparaît et le bonheur, le vrai bonheur disparaît. Le bonheur commun, il restera peut-être un bonheur personnel, mais on verra que ce bonheur personnel ne suffit pas à perfectionner l'homme. Et là, on voit tout de suite que ce bonheur personnel va le perfectionner peut-être d'une façon corporelle, matérielle, mais certainement pas spirituelle. Le bien commun, donc, est ce qui est recherché par tous, mais en tant qu'ils font un. Notre Seigneur, dans la prière, dans sa prière après la Sainte Seine et avant son agonie, dit « Père, qu'il soit un, comme nous sommes un ». Et cette unité, c'est pas une unité de panthéisme, c'est une unité d'action, justement, qui définit ici, comme on est dans l'ordre surnaturel, notre Seigneur définit bien le bien commun comme Dieu, et l'unité en Dieu, qu'on appelle la charité. Par exemple, le bien commun d'une armée, c'est la victoire. Et chaque soldat dans l'armée se sacrifie, mais pour la victoire. Et heureusement, parce que si chacun des soldats se mettait à faire n'importe quoi, il n'y aurait plus de victoire, il n'y aurait donc plus de bien commun, et puis ce serait la débandade, et on retomberait dans l'anarchie. Le bien commun d'une équipe, par exemple, de football, comme on a dit, c'est aussi la victoire. Donc, vous voyez que le bien commun n'existe qu'en tant qu'il est commun. Ça semble être une redondance, mais on dit bien par là qu'il est spirituel, qu'il n'est pas matériel, et qu'il est commun à tous les membres, dans la mesure où il existe, ce bien commun, ce sont tous les membres qui en jouissent. Dans la mesure où il y a la paix dans la famille, ce sont tous les membres qui sont en paix. Dans la mesure où une équipe obtient la victoire, ce sont tous les membres qui jouissent de la victoire. C'est cela qu'on dit, quand on dit le bien commun n'est bien commun qu'en tant qu'il est commun. C'est-à-dire qu'en tant que tous, finalement, en jouissent. Et donc, tous les équipiers sont perfectionnés par la victoire, non pas d'un homme, mais de l'équipe. C'est-à-dire de l'unité de cette multitude. Et ce bien commun, vous voyez, naturellement est plus aimé. Ce qui nous apparaît d'ailleurs très difficile à comprendre aujourd'hui
dans une société où il n'y a plus de bien commun. Je pense que ça, on en parlera à la fin, mais ça vous apparaît de plus en plus évident, ou peut-être ça vous apparaît déjà évident. Mais le bien commun est naturellement plus aimé, c'est-à-dire que par nature, la partie se sacrifie pour le tout. Par nature, la partie s'ordonne au tout. On voit sur un terrain de foot un défenseur prêt à se jeter au sol pour empêcher le désastre de la défaite. C'est naturel. Et il se donne au bien commun. Et dans l'action, il réfléchit même plus. Il est formé comme ça au bien commun. Le soldat sait qu'il se sacrifie, mais pour le bien commun. Non pas pour sa gloire, mais du reste, ce sera sa gloire de s'être sacrifié pour le bien commun. Mais ce qu'il recherche d'abord et avant sa gloire, c'est le bien commun. Et parce qu'il aura recherché le bien commun, il aura trouvé aussi son bien personnel. Et ce sera perfectionné. Comprenez que le bien commun est la perfection de l'homme. Le bien du tout est la perfection des parties, du bien des parties. Dans le corps, la santé du corps, c'est le bien commun, si l'on peut dire, du corps, et c'est en même temps le bien de chacune des parties. Il suffit qu'une partie soit malade, et on sait bien les souffrances qu'on peut endurer. Mais donc c'est instinctif, pour nous, malheureusement, ça nous semble peut-être de moins en moins instinctif, mais il est naturel à la partie d'aimer plus le tout qu'elle-même en tant que partie. Lorsqu'un objet tombe, ou qu'on vous dit attention, c'est un réflexe, et on ne réfléchit pas, les mains se portent pour protéger ce que nous avons de plus noble, c'est-à-dire la tête. Et on ne réfléchit pas pour se dire est-ce que je sacrifie mes mains ou pas. Là, heureusement, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est instinctif, c'est dans la nature. Et ça, c'est extraordinaire. C'est dans la nature que la partie se sacrifie pour le tout. L'orchestre est peut-être l'exemple le plus patent pour représenter ce qu'est une société. Chacun doit jouer à sa place et se sacrifie pour le bien commun, qui est la musique. Quand je dis la musique, c'est le rendu de cet ensemble d'instrumentistes. Ils peuvent être 40, et bien chacun se sacrifie et joue à sa place. Alors vous savez qu'il y a dans l'orchestre, il y a certains instruments, ils n'ont pas grand-chose à faire. Je pense au triangle. Donc c'est pas très lourd, ça se transporte presque dans la poche, et puis c'est un bâton. Simplement, il doit frapper au bon moment pour que ce soit joli. Et il est obligé peut-être de passer la moitié du concert assis à sa place, parce que l'auteur ne lui a rien demandé, mais il est là, pour le bien commun. Pour le bien commun de l'orchestre. Bon. Et inversement, souvent, le violon, lui, pendant toute la musique, lui, il trime, pendant que l'autre, au fond, est assis, à rien faire, mais c'est pas injuste. Le bien commun est ainsi fait, chacun prend sa place. Et chacun à sa place jouit de la musique, et en même temps se perfectionne. Vous voyez, le bien commun n'existe qu'en tant qu'il est commun. Pour essayer d'être encore plus concret, l'homme recherche des biens. L'homme est composé d'âme et corps, l'âme étant le principe d'unité et de vie du corps, et l'âme humaine est composée de deux facultés principales, l'intelligence et la volonté. Alors, le corps recherche dans l'ensemble la santé et un certain bien-être, un certain confort, je mets. La volonté recherche le bien universel. La volonté est ordonnée au bien. Je veux, et ce que je veux, c'est un bien. Même si ce bien est mal, je le veux comme un bien. Parce que quand on veut le mal, on le veut toujours sous un aspect de bien. Et l'intelligence est ordonnée au vrai. Ce qui fait poser à l'homme trois sortes d'actions. On a déjà parlé. Ici, la contemplation de la sagesse.
Ici, ce qu'on appelle à proprement parler l'action ou l'agir. Et l'agir selon la volonté dans le bien s'appelle la vertu. Et ici, c'est ce qu'on appelle le faire ou la fabrication. Or, nous le savons, ce qui nous définit en tant qu'homme, c'est la raison, c'est l'intelligence. Ce qui fait que l'homme est un homme, on le définit comme un animal rationnel. Ce qui le distingue des animaux et lui donne toute sa noblesse, c'est l'intelligence. Tout le reste est ordonné à l'intelligence. Le corps à l'âme, puisqu'il est inférieur, bien qu'il en soit le compagnon, et la volonté est ordonnée elle-même à la contemplation de la sagesse. C'est ce qui fait de l'homme un être rationnel. En fait, la volonté agit sur le corps et sur toutes les facultés pour les réguler et les ordonner, et permettre ainsi à l'âme de contempler. C'est ainsi que l'on peut dire que la sagesse est véritablement, ou la contemplation, est civilisatrice. Et ça, l'histoire nous le montre à merveille. La sagesse est civilisatrice. Ôter la sagesse et une civilisation s'écroule. Ôter l'œuvre de l'intelligence, et même la volonté n'est plus éclairée par l'intelligence pour agir correctement. La sagesse est souverainement civilisatrice. Et vous comprenez, on en parlera à la fin, le désastre que l'on peut faire en agissant justement sur la sagesse ou la science. On détruit une civilisation tout simplement. Parce que l'intelligence régule en même temps qu'elle fait la perfection de l'homme. D'ailleurs, cette même sagesse fonde les artistes. Parce que l'artiste, pour dire ça brièvement, c'est celui qui, dans la contemplation d'une chose, est capable de la matérialiser, cette contemplation, et cette chose contemplée plutôt, d'une façon sensible. Alors s'il n'y a plus de contemplation, l'art disparaît. Je vous laisse faire les applications à tout ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Il n'y a plus d'artistes aujourd'hui. Il y a des prétendus artistes, mais... Alors voilà les trois opérations et finalement les trois biens que recherche l'homme. Eh bien la société va apporter cette perfection à l'homme. La société va permettre à l'homme d'agir vertueusement. Et en agissant vertueusement, de réguler ce qui est matériel, parce que ceci, on l'appelle le matériel, et ceci, le spirituel. La volonté va permettre de réguler le matériel et de l'orienter au spirituel, et ainsi permettre à l'intelligence de s'exercer plus parfaitement. Et que la volonté est en l'homme le pivot de toute la perfection. C'est par l'action de la volonté sur lui-même que l'homme va se perfectionner. Si bien que dans la société, puisque la société est un tout d'ordre, un tout d'action, ce qui définit le bien commun de la société, c'est précisément la vertu. La société est ordonnée à la vertu. La vertu, c'est le bien de l'homme. Du reste, même dans la contemplation, vous voyez, cette capacité à contempler s'appelle une vertu intellectuelle. Or, pour obtenir que l'homme, pour faire que l'homme obtienne la vertu, parce qu'elle n'est pas innée en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et nous le savons bien, nous avons besoin d'une régulation. Cette régulation, c'est la société qui la donne. Et comment la donne-t-elle? Par les lois, c'est-à-dire par la justice. On peut dire donc d'une autre façon que le bien commun de la société, c'est la justice. Du reste, voyez-vous, la justice, c'est ce qui va permettre d'entretenir les rapports entre les hommes. C'est-à-dire, la justice, c'est le lien qui va cimenter les hommes entre eux et leur permettre de vivre pacifiquement et ainsi d'obtenir leur bien.
le bien commun. La justice est le bien commun. Saint Thomas d'Aquin lui-même dit, d'ailleurs il le dit comme ça. La fin de la politique est le bien humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans les choses humaines. Le bien commun, dit-il, c'est dans la Somme théologique, le bien commun qui est la justice. Et dans le commentaire des politiques, au premier livre des politiques d'ailleurs, il va plus loin, il dit que ce bien commun est ce qu'il y a de meilleur et de plus divin que le bien individuel. Et saint Thomas ose même, à la suite d'Aristote du reste, cet adjectif de plus divin. Parce que plus une chose peut rayonner, plus elle participe de la bonté divine. Et donc plus elle est en quelque sorte divine. Le bien commun est plus divin que le bien personnel. Le bien personnel est moins diffusif que le bien commun. Alors, je vous ai dit, le bien commun, c'est la vertu, c'est la justice. On peut le voir aussi autrement parce que, vous voyez, le bien commun n'est pas une chose qui se trouve en face de nous et vers laquelle on se dirige. Le bien commun, c'est l'ordre des actions. Voilà, là encore, je dis autrement le bien commun. C'est l'ordonnance, l'ordination, c'est-à-dire l'unité posée dans la société. C'est ça le bien commun. C'est l'ordre. Celui qui travaille au désordre ne travaille plus au bien commun. Mais du reste, la justice met de l'ordre dans les rapports entre les hommes. Le bien commun, d'une autre façon, c'est aussi la paix. Parce que, comme dit saint Augustin, la paix, qu'est-ce que c'est? C'est la tranquillité de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. Et inversement, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vertu possible, où ça devient très difficile et héroïque. Et dans la discorde, l'homme ne peut plus atteindre sa perfection. Il est rongé par la discorde. Et le mot dit bien rongé.